Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hey guys, welcome to Giggly Squad, a place where we make fun of everything, but most importantly, ourselves. I'm Paige DeSorbo. I'm Hannah Berner. Welcome to the squad. Giggly Squad started on Summer House when we were giggling during an inappropriate time. But of course, we can't be managed. So we decided to start this podcast to continue giggling. We will make fun of pop culture news, we're watching, fashion trends, pep talks where we give advice, mental health moments, and games and guests. Listen to Giggly Squad on Acast or wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Titre. Titre, c'est le podcast qui, à chaque épisode, vous fait découvrir un livre avec son auteur, en l'abordant et en le racontant par son titre. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Léa Chamboncel. Bonjour Léa. Bonjour Léa. Léa, tu es journaliste politique, tu as fondé le média Popol, un média qui apporte un regard féministe sur l'actualité politique. Mais si nous sommes ensemble aujourd'hui, c'est pour ton deuxième livre, un ouvrage entre essais et fiction, Au revoir Simone, publié aux éditions Belfond. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, Au revoir Simone, on l'a dit, c'est un essai fiction, une utopie comme tu l'as défini. Le livre raconte l'histoire de Simone et de sa fille Monica qui partagent le même combat et les mêmes engagements féministes. Au cours d'une manifestation, Simone est gravement blessée et se retrouve plongée dans le coma pour plusieurs années qui seront clés pour la lutte féministe. Sa fille Monica poursuit le combat tout en le documentant par des lettres, des comptes rendus d'AG et des articles de presse afin de tout détailler à sa mère quand elle se réveillera. Au revoir Simone fait l'exercice de se projeter entre 2026 et 2030 dans un contexte politique qui a placé au pouvoir une présidente que tu définis comme fémo-nationaliste et face à laquelle le mouvement féministe s'organise. L'essai soulève de multiples questions, dont notamment celle de la structuration du mouvement féministe au-delà de nos frontières pour proposer une nouvelle forme d'exercice du pouvoir, tout en exposant de façon didactique les différents courants de pensée féministes ayant marqué les décennies précédentes. Alors Léa Chamboncel, dans un premier temps, pourquoi avoir choisi ce titre « Au revoir Simone » ? Alors, c'est vrai que le titre peut surprendre et amener plein de questionnements. D'ailleurs, ça n'a pas été si évident que ça d'arriver à le faire passer, auprès de la maison d'édition. Au début, tout le monde était assez emballé. Puis après, on m'a dit, mais attends, tu veux envoyer aux oubliettes Simone de Beauvoir et Simone Veil. Et je dis non, mais en fait, il s'agit ni de Simone de Beauvoir ni de Simone Veil. En fait, Simone, c'est un prénom qui est très lourd c'est un énorme héritage, en fait, féministe. Le nom Simone, avec Simone de Beauvoir, bien entendu, en tout cas en France. Et puis, le combat qui a été porté par Simone Veil sur le droit à l'avortement. Donc, il est vrai que dans l'imaginaire collectif français, en tout cas, on peut facilement attacher le prénom Simone au combat féministe. Donc, je trouvais en ça que c'était assez intéressant. Simone, c'est aussi un prénom de la génération de la mère de Monica, puisqu'elle est militante dans les années 70-80. C'est un prénom qui est moins courant aujourd'hui, mais qui était très courant à l'époque. Donc, je trouvais que finalement, ça résonnait bien et que c'était assez fidèle avec son ton. Et pourquoi au revoir ? Au revoir parce que Simone ne meurt pas. Simone est dans le coma pendant 8 ans, comme tu l'as dit dans l'introduction, et Simone revient. Donc, en fait, ses camarades lui disent au revoir et lui demandent de revenir très vite. Elle prend plus de temps que prévu, puisqu'elle prend quand même 8 ans avant de se réveiller. Et au revoir, Simone, c'est aussi un petit clin d'œil au film Goodbye Lénine, qui est un film qui propose une histoire un peu similaire où tu as une mère dans l'Allemagne de l'Est qui tombe dans le coma avant la chute du mur de Berlin et qui se réveille au lendemain de la chute du mur de Berlin et son fils, ses enfants, essaient de lui faire croire que le monde qu'elle a connu n'a pas changé. Et donc, c'est un film qui m'avait beaucoup marqué lorsque je l'avais vu. J'avais trouvé très intelligent et très fort politiquement aussi. Et donc, du coup, je voulais y rendre hommage en faisant ce petit clin d'œil, en disant au revoir Simone, c'est un clin d'œil à Goodbye Lénine. En quoi le titre définit tes personnages ? Alors Simone, comme je disais, c'est un peu la protagoniste principale, puisque c'est à travers elle que l'on va découvrir tout ce travail d'archivage qu'a fait sa fille Monica.
c'est à travers elle aussi que l'on va dialoguer, c'est-à-dire que sa fille lui écrit à elle. Elle ne répond jamais, puisque de fait, elle est dans le coma, donc elle ne peut pas répondre. Mais lorsqu'elle se réveille, et c'est là où débute le livre, elle découvre en fait toutes ces archives que sa fille lui a mises de côté. Donc ces lettres à elle, les lettres que sa fille lui a écrites, les lettres que les amis de Simone lui ont écrites, et aussi des lettres que des amis de Monica ont pu lui écrire pendant que sa mère était dans le coma. Donc en fait, c'est en s'adressant à Simone que toutes les autres protagonistes du livre s'expriment. Et c'est aussi à travers la réflexion de Simone, en fait, et la réception de ces événements, de ces lettres, que l'on est embarqué, en quelque sorte. Donc Simone, c'est la personnage principale de cet ouvrage. Donc le titre, de fait, devait quand même correspondre à cette personne. Et comme je le disais, Simone, c'est un nom, un prénom très fort qui est lourd de sens pour le combat féministe. Au début du livre, tu cites la phrase suivante de Simone de Beauvoir, justement, qui dit « N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devez rester vigilante toute votre vie. » À ton sens, quels sont les points de vigilance permettant aux femmes de garantir leurs droits ? Alors, c'est plus les points de vigilance qui nous permettent d'être attentives à ce que nos conquis, que beaucoup appellent nos acquis, soient préservés. Et je pense qu'en fait, les points de vigilance sont de partout. En fait, il faut être attentive à tout, au moindre mouvement et retour en arrière, que ce soit dans nos quotidiens, dans nos vies personnelles, dans nos vies professionnelles, mais aussi au niveau politique. Typiquement, là, on voit que la liberté de recourir à l'avortement a été inscrite dans la Constitution. Néanmoins, ça ne garantit pas l'accès effectif à la Constitution. Donc, il faut qu'on soit vigilante à ce que ce droit soit effectif et accessible à toutes et à tous sur l'ensemble du territoire. Ça, c'est très important. Parce que ce dont on se rend compte aussi, et ça, j'invente rien, c'est que très souvent, lorsqu'il y a des avancées en matière de droits des femmes ou des minorités de genre, on se rend compte que très souvent suivent derrière un backlash, c'est-à-dire un retour en arrière. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours être très attentive et attentif aux signaux faibles. Par exemple, pour être très concrète, lorsque Emmanuel Macron nous parle de réarmement démographique, moi je pense que c'est un point de vigilance auquel il ne faut pas être inattentive. Au contraire, il faut se dire très bien, il a voulu effectivement consacrer la liberté de recourir à l'IVG dans la Constitution sans garantie d'accès effective et sans améliorer la réalité de l'accès à ce droit. Mais en même temps, il nous parle de réarmement démographique. Qu'est-ce qui va venir derrière ? Donc, il faut être toujours en alerte parce que rien n'est véritablement acquis. Mais tu es quand même satisfaite de l'inscription dans la Constitution ? Oui, parce que symboliquement, c'est fort et c'est important. Ça envoie un message très, très fort au reste du monde, notamment. Et ça montre qu'il est possible de consacrer des droits et des avancées qui ont été portées par les luttes féministes. C'est ça qui est aussi important de dire. Je veux dire, c'est pas Emmanuel Macron qui s'est réveillé un beau matin en se disant « Tiens, je vais inscrire l'IVG dans la Constitution ». Non, pas du tout. C'est le résultat d'années, de décennies, de siècles de lutte. C'est pas non plus Simone Veil qui un beau matin s'est réveillée en disant « Je vais dépénaliser l'avortement ». Non, c'est parce que il y avait aussi tout le travail des militants, des militantes pendant des décennies qui a amené à un contexte social et politique qui a fait que il était possible de dépénaliser l'IVG en 1975. Aujourd'hui, effectivement, le contexte politique a permis d'inscrire l'IVG dans la Constitution. C'est une bonne chose, certainement. Il faut saluer aussi le travail des associations et des élus qui ont œuvré à ça. Mais malheureusement, et très concrètement, ça ne change rien aujourd'hui dans la réalité de l'accès à ce droit. Donc, en fait, c'est une première étape dans le processus. Et maintenant, il faut mettre en place toutes les réformes nécessaires pour que ce droit soit effectivement accessible sur l'ensemble du territoire. Dans l'introduction de ton essai, tu évoques le manque de structure des luttes féministes. Pourquoi, selon toi, y a-t-il ce manque de structure et comment cela se traduit ? Alors ça, c'est un élément que j'aborde tout au long du livre. Il y a toute une partie qui est consacrée parce que c'est un élément qui, pour moi, est très important.
j'ai pas de réponse toute faite. Et d'ailleurs, c'est aussi quelque chose que je voulais dire par rapport à ce livre. Je ne propose pas de réponse toute faite, je propose des pistes de réflexion. C'est-à-dire que le fait aussi d'avoir plusieurs protagonistes me permet d'avoir différents points de vue, différentes voix et de porter différents arguments. En l'occurrence, sur le manque de structuration du mouvement féministe, ce que moi j'ai constaté depuis que je m'intéresse à ce mouvement, et au milieu militant féministe que j'ai pu observer et ou côtoyer, c'est qu'il y a une assez importante méconnaissance des outils politiques, qu'ils soient institutionnels, partisans, etc. Et je pense que malheureusement, dans le contexte dans lequel nous sommes, il est important que ces luttes s'inscrivent aussi dans une logique politique, de projet politique. Et ce qu'on peut constater, c'est que très souvent, les féministes arrivent à s'organiser pour porter des combats communs. On l'a vu, par exemple, on parlait d'inscrire l'IVG dans la Constitution. Mais jusqu'à présent, on n'a pas vu émerger un véritable mouvement politique au même titre que d'autres mouvements politiques comme le socialisme, qui a eu une portée, une envergure internationale et qui a fondamentalement changé nos rapports à la société. La question, c'est pas tant de savoir est-ce que ce mouvement doit s'inscrire dans une logique institutionnelle, à savoir aller chercher le pouvoir dans les structures et les institutions telles qu'elles sont conçues aujourd'hui, mais plus de savoir comment on fait pour proposer un véritable projet politique. Et c'est en ce sens que je me suis intéressée à la structuration du mouvement. C'est-à-dire comment fait-on aujourd'hui pour que le féminisme soit un véritable projet politique alternatif aux autres projets qu'on connaît aujourd'hui et qui sont dominants. Pour ce qui est de l'absence de structuration, j'ai effectivement identifié plusieurs pistes. Il y a une certaine méconnaissance une certaine absence de culture politique dans les mouvements militants pour certains. Et il y a aussi un aspect assez important que je développe dans le livre, c'est que dans nos sociétés européennes aujourd'hui, en tout cas, je m'intéresse plus particulièrement à la France puisque c'est un peu du point de vue duquel je parle, on constate qu'il y a une prédominance du mouvement féministe néolibéral, qui n'est pas un mouvement qui permet une émancipation collective, mais qui s'intéresse plus à l'émancipation individuelle. Et dans cette perspective, cette prédominance, mais c'est pas que... Et on l'a vu aussi aux États-Unis, et Bell Hooks en parle énormément dans ses travaux, la prédominance de ce modèle nous empêche en fait de nous organiser politiquement et collectivement. C'est ça, parce que tu évoques les clivages idéologiques dans le livre. Comment ces clivages, comment ce projet dont tu parles peut ne pas être entravé par ces clivages idéologiques? Alors, j'ai essayé, pour justement dépasser un certain nombre de clivages réels ou faux ou fantasmés, qui sont positifs et ou négatifs. Je n'apporte pas vraiment de jugement sur les clivages au sein des mouvements féministes. Je constate juste qu'il y en a effectivement, et en m'appuyant sur des travaux aussi de philosophes, etc. J'ai essayé d'apporter une définition qui puisse, en gros, d'une part, satisfaire tout le monde, en quelque sorte, et d'autre part, inscrire le féminisme dans un projet politique. Cette définition est la suivante. C'est-à-dire que le féminisme, en tant que projet politique, vise à créer une société dans laquelle la domination, l'exploitation et l'oppression n'existent plus. Et à partir du moment où on cherche à déconstruire la domination, l'exploitation et l'oppression, de fait, on s'inscrit dans un projet commun qui exclut des formes de féminisme qui sont considérées aujourd'hui comme étant dominantes, comme le féminisme néolibéral, qui n'est pas compatible avec cette définition. Et cette définition est aussi une façon de faire triompher le féminisme intersectionnel. Puisque de fait, si l'on veut éradiquer l'oppression, la domination et l'exploitation, on est obligé de s'intéresser à d'autres formes de discrimination qui ne sont pas basées sur le genre. Et c'est en ça que la théorie intersectionnelle est intéressante, puisqu'on va s'intéresser aux personnes racisées, on va s'intéresser aux classes, on va s'intéresser aussi aux personnes qui sont les plus socialement dominées, notamment les personnes en situation de handicap, etc., etc. Oui, parce que ce que tu expliques dans le livre, et qui est également un fait de société, c'est que les femmes n'ont pas toutes la même manière de vivre le féminisme. Il y a aussi des disparités sociales qui amplifient des inégalités. C'est ça que tu... C'est exactement ça, ouais. Et d'où l'intérêt et l'importance, en fait, d'avoir une approche intersectionnelle
et de chercher à éradiquer toutes les formes de domination et d'oppression. Mais je réagis sur ce que tu dis. Comment on arrive à se structurer si on met de fait de côté une partie des personnes qui représentent ce mouvement? C'est un peu ça tout l'enjeu, en fait. Et c'est aussi peut-être... Est-ce que c'est juste aussi pour ces personnes-là qui sont aussi au cœur de cette lutte-là? L'idée, c'est pas d'écarter qui que ce soit, au contraire. L'idée, c'est d'embarquer tout le monde sur cet objectif commun d'éradiquer la domination, l'oppression et l'exploitation. À partir de ce moment-là, tout le monde a intérêt, en fait, quand on y réfléchit bien. Je veux dire, même les tenants du système actuel n'ont pas vraiment intérêt à ce qu'on exploite les ressources naturelles, puisque de fait, même s'ils sont dans une société dans une position dominante aujourd'hui, demain, s'ils ne peuvent plus vivre compte tenu du dérèglement climatique, etc., il n'y a pas vraiment d'intérêt pour qui que ce soit. Donc je pense que si en fait on arrive à adopter cette vision et cet objectif commun, on devrait pouvoir être en capacité d'embarquer tout le monde, puisque ça sert tout le monde, en fait. Il y a aussi quelque chose que tu soulèves dans l'essai qui est en lien avec ça, c'est que tu parles des différents agendas féministes en compétition. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce constat? Alors, c'est pas tant moi qui en parle. En fait, je cite une philosophe qui est Carol Hay, qui est une professeure d'université et qui fait état de différents, effectivement, agendas politiques. En fait, moi, ce qui m'a intéressée dans cette remarque, dans cette réflexion, c'est que très souvent, on associe le féminisme aux droits des femmes uniquement. Et effectivement, une espèce de catalogue de revendications à porter pour améliorer la situation de certaines. Moi, ce que j'essaie de proposer, en tout cas à travers la voix de mes personnages dans cet ouvrage, c'est de dissocier féminisme et droits des femmes et de montrer comment le féminisme va au-delà d'une quête de droits qui concernerait uniquement les femmes. Ça permet de dépasser déjà les critiques du féminisme en disant c'est un mouvement qui ne s'intéresse qu'à une partie de la population. Et ça permet de montrer que le féminisme a un pouvoir et porte en soi une force transformatrice très importante. Puisque au-delà des droits des femmes, si l'on s'inscrit dans cette définition de la nécessité de changer de système afin de s'extraire des logiques de domination, on va forcément chercher à améliorer la situation de tout le monde en dehors des femmes. Donc je pense que ce serait aussi une manière de réconcilier peut-être un certain nombre de personnes qui se sentent effectivement peut-être menacées, même si c'est, à mon avis, une obsession qui n'est pas tout à fait valable, par le mouvement féministe. Et je parle plus particulièrement, j'imagine plus particulièrement, bien entendu, celles et ceux, et plus particulièrement ceux qui n'ont aucun intérêt à ce que les choses changent, mais de montrer voilà, que si c'est un projet de société qui embarque tout le monde, peut-être que ces obsessions se calmeraient un peu. Et aussi, peut-être que le féminisme pourrait dépasser cette vision individualiste et d'émancipation et s'inscrire dans une logique d'émancipation collective. Quelle est l'importance du devoir de mémoire des combats féministes dans l'ancrage de cette lutte à travers les générations? Alors, il faut savoir que le mouvement féministe n'est pas un mouvement que l'on raconte dans les livres d'histoire, je pense que ça, tout le monde peut le constater, alors que c'est un mouvement qui est séculaire. Dans cette perspective-là, étant donné que l'on ne bénéficie pas, en fait, d'un musée des histoires du féminisme, même si, de l'histoire du féminisme, même s'il y a en ce moment des projets effectivement pour valoriser cette mémoire, mettre en avant aussi tout le travail et toute la lutte qui a été portée depuis des siècles, il faut se reposer sur ce qu'on a. J'ai cherché à documenter cet essai, déjà parce que ça me semblait très important, de donner justement, de visibiliser tout le travail qui a été réalisé ces dernières décennies, mais aussi un travail qui est réalisé actuellement. Je suis allée chercher des autrices ailleurs, pas qu'en France. J'ai fait un gros travail de recherche aux États-Unis, aussi en Angleterre, sur les théories qui sont actuellement développées par des autrices féministes. Mais tout en cherchant à valoriser aussi des autrices des années 70, 80, 90. Et donc, il y a cette volonté de les visibiliser, de les valoriser, mais aussi cette volonté de tendre la main au lecteur, à la lectrice, pour leur dire il y a autre chose. Et si vous voulez aller creuser,
et compléter en fait vos réflexions avec d'autres écrits, allez-y. Donc c'était aussi une volonté de laisser la porte ouverte en fait à la réflexion et à la recherche individuelle et de chacun et chacune qui pourrait lire ce livre. Quel est le rôle de l'imagination dans la lutte féministe ? Ah, ça, c'est super important. Je m'y intéresse beaucoup, effectivement, parce que les premiers écrits féministes qui ont pu circuler, en quelque sorte, ont été des écrits qui étaient inscrits dans des formes fictives pour détourner à une certaine forme de censure. Parce que les femmes n'avaient pas accès, notamment à l'écriture politique. Pour te donner un exemple, pendant très longtemps, dans la presse féminine, il était interdit de traiter des questions, des questions politiques, mais interdit légalement. C'est-à-dire que les journaux dits féminins n'avaient pas le droit d'avoir des billets politiques et des points de vue politiques dans leur page. Tu sais jusqu'à quand ça a été en vigueur ? C'était une grande partie du 19e siècle, hein, si je ne dis pas de bêtises, mais sur cet aspect-là, je vous conseille de vous référer au livre de Lucie Barrett, Un corset de papier, qui explique très bien l'histoire de la presse féminine et comment cette interdiction a été mise en œuvre et comment elle a pu être aussi déjouée par la suite par des écrits et notamment des journaux, des journaux illégaux, en quelque sorte, féministes, et comment la presse a beaucoup d'importance dans le mouvement féministe. Donc voilà, une petite référence en plus, mais qui est citée d'ailleurs hein, dans l'ouvrage, j'insiste là-dessus. Donc en fait, on se rend compte que la fiction, l'imaginaire, a toujours été assez important hein, dans les récits, dans les écrits féministes. Aujourd'hui encore, en fait. Et c'est pour ça que pour moi, c'était important aussi de m'inscrire dans une utopie et dans une fiction. Là, à travers l'imagination, la fiction et aussi la création de protagonistes, de personnages, j'ai une certaine liberté à la fois de ton, mais aussi de pensée que je n'aurais peut-être pas pu avoir à travers l'essai. Donc pour moi, ça a été assez libérateur. Et ben justement, il y a le rôle de l'imagination et puis il y a le rôle des émotions, notamment de la colère dans l'engagement féministe. Est-ce que tu peux nous en parler ? Ouais, bien sûr. C'est un aspect que j'ai, que j'ai adoré traiter. Alors, il y a à la fois le rôle des émotions, comme la colère, effectivement, mais aussi la joie, le bonheur, ce que ça peut produire sur nos cerveaux et notre volonté de nous projeter dans un imaginaire désirable. La force aussi de la colère, comment la colère peut être... Moi, je suis vraiment en colère, pas tous les jours, mais il y a au moins un moment dans la journée pendant lequel je suis en colère. Ça se provoque, ça vient comment ? Très souvent en lisant les réactions, les commentaires politiques. Enfin, je veux dire, c'est très difficile. C'est difficile d'être insensible à ce que nos responsables politiques ou autres nous sortent tous les jours. C'est très agaçant. Et ça provoque de la colère en moi. Et en fait, je me suis rendu compte que cette colère, elle était quand même assez saine. Je me disais, est-ce que je m'enferme dans... genre, je laisse tout glisser, et puis, c'est pas grave, c'est comme ça, je passe à autre chose. Ou est-ce que j'essaie de faire en sorte de capitaliser sur cette colère et d'en sortir quelque chose qui pourrait potentiellement nous mouvoir, ou en tout cas avoir un aspect transformateur. La colère est motrice. La colère est motrice, bien sûr. Elle permet de montrer qu'on refuse en fait le statu quo, que l'on refuse ce qui se passe. Et puis, il y a aussi... comment dire ? Ça nous permet de... Pour moi, c'est un peu un curseur par rapport aux inégalités. C'est-à-dire que les inégalités, l'émotion qu'elles provoquent en moi, généralement, c'est de la colère. Me dire, mais c'est pas possible, en fait. Je refuse ça. Ça me permet d'être active, en quelque sorte. Et puis, il y a aussi un autre aspect que j'ai essayé d'explorer dans l'ouvrage, c'est la question de la violence. Parce que très souvent, la violence, on n'en parle pas trop. Dans le milieu féministe, on considère qu'on ne veut pas avoir recours à la violence, que c'est quelque chose qui est même parfois exclu, à peine discuté, perçu comme quelque chose de très, très négatif. Et je pensais qu'il était peut-être nécessaire, en fait, de
d'en parler. Tu parles de l'anarchie, tu parles d'un système anarchique. Je parle d'un système anarchique, mais l'anarchie ne veut pas forcément dire violence. L'anarchie, ça se traduit par une absence de chef, de gouvernance. Ça peut évoquer le chaos et le désordre. Il y a aussi un sens plus positif, qui est un système dans lequel les individus sont dégagés de toute autorité. Mhm. Mais quand bien même, s'il y a plus de chef, plus de gouvernance, voilà, il y a aussi cette notion de chaos qui peut s'en dégager. Il y a les deux. Oui, alors peut-être, j'ai pas du tout élaboré sur une société anarchique, hein, pas du tout. C'est évoqué. Notamment, oui, Ouais. c'est évoqué, mais très brièvement, la question de savoir est-ce qu'il nous faut une structure politique type État, etc. est effectivement évoquée. De là à dire est-ce que c'est la bonne solution ou pas, voilà, encore une fois, je laisse libre choix au lecteur et à la lectrice de se faire une opinion là-dessus. Là où j'ai évoqué la violence, c'est plus sur comment renverser le système et le pouvoir en place. Et est-ce qu'il faut recourir à la violence pour renverser l'ordre établi, en quelque sorte? Encore une fois, il n'y a pas de réponse, mais je trouvais intéressant de se pencher dessus et de l'imaginer comme une autre voie, en fait, comme au même titre que je m'intéresse aussi au mouvement non violent. Voilà, il y a plusieurs façons de renverser la table, en quelque sorte, de manière plus ou moins violente. Donc on a parlé de la colère, on a parlé de la violence, mais tu évoques aussi, et j'ai trouvé ça très intéressant, le rôle de l'humour dans le combat féministe. Quel est le rôle de l'humour ? L'humour est assez central, moi je trouve, dans le combat féministe. Il suffit d'aller manifester un 8 mars ou un 25 novembre pour voir un peu les pancartes. Moi, à chaque fois, alors il y a des choses très difficiles, hein, très dures, évidemment, et très réelles, mais il y a aussi très souvent de l'humour, beaucoup d'humour. Et c'est un aspect très fort. Souvent, on nous dit « Oh, bah, les féministes, de toute façon, vous n'êtes pas drôles, vous n'avez pas d'humour, etc. » Oh, si. Et en plus, l'humour permet... Tu peux nous en citer quelques-unes ? Ah oui, moi je me souviens d'une pancarte que j'avais adorée, alors pas cette année, mais l'année dernière, le 8 mars l'année dernière, où il disait qui disait attention au patriarcat, on va te faire queer. Et je trouvais ça génial. Enfin, il y en a plein. Il y a une femme sur deux est un homme. Non, un homme sur deux est une femme. Ça, c'était dans les années 70. C'est le MLF qui l'avait inventé. Mais il y a un tas de slogans féministes qui sont super drôles et qui méritent vraiment d'être mis en avant parce que, pour moi, l'humour, c'est cathartique. C'est aussi une arme. C'est aussi une arme, exactement. Et une arme pour l'autodérision. Et dans les situations dans lesquelles on se trouve, il faut savoir se positionner et prendre du recul par rapport à notre situation. L'autodérision permet notamment ça. L'humour permet aussi d'être très critique, de faire passer énormément de messages et de contourner une certaine forme d'autocensure ou de censure. Donc, je trouve que pour moi, c'est un outil très fort. Et moi, j'adore rire, en fait. Je suis pas sûre d'être particulièrement drôle, mais en tout cas, je suis bon public. Ça, c'est sûr. Et je trouve que c'est un outil, c'est un outil très utile et qui peut en plus ramener des sourires, de la joie dans des luttes qui sont parfois très difficiles. Alors, il y a quelque chose qui m'a interpellée dans le texte, c'est la quasi-absence des hommes. Pourquoi avoir fait ce choix ? Et est-ce que tu ne penses pas qu'il est important aussi que les hommes prennent part au projet féministe ? Si, bien sûr qu'il est important que les hommes prennent part au projet féministe, parce que, encore une fois, surtout si on s'inscrit dans une logique de projet politique qui soit favorable à toutes et à tous. C'était pas volontaire, mais c'est pas tant que j'ai voulu exclure les hommes que j'ai voulu laisser une grande place aux femmes. En fait, c'est plutôt comme ça que j'ai perçu, que je l'ai construit, en fait. Il y a des hommes dans le récit. Il y a des hommes que je cite aussi, des auteurs que je cite. Deleuze, Rancière, Frantz Fanon. Donc, les hommes ne sont pas exclus. Mais dans les personnages, il est vrai qu'il y a un seul homme. Exactement. Mais voilà, c'était une volonté de m'inscrire en tout cas plus dans une démarche de visibiliser les femmes, pas tant que d'invisibiliser les hommes. Mais bon, pour une fois, je me disais, si les personnages peuvent être essentiellement des femmes, on sort un peu du male gaze et c'est pas inintéressant. Tout à l'heure, tu parlais du rôle joué par la presse dans les luttes féministes. Quel est ton regard sur celui des réseaux sociaux ?
Très intéressant. Cette question, effectivement, c'est une question que je me pose beaucoup parce que moi, je me sers beaucoup des réseaux sociaux. Je constate aussi que les mouvements féministes comment dire, ont beaucoup de place sur les réseaux sociaux. C'est aussi, enfin, c'est marrant parce qu'on sort aujourd'hui une newsletter justement avec mon média, avec Popol Media, sur Internet et féminisme, qu'on a intitulé Pour le meilleur et pour le pire. Parce qu'en fait, on peut vraiment trouver le meilleur sur les réseaux sociaux et on peut s'en servir comme un outil assez fabuleux. Par ailleurs, c'est aussi très dangereux pour les militants et les militantes. Moi, je vois, j'ai souvent fait l'objet de campagnes de cyberharcèlement et c'est très dur. Comment tu as vécu ces périodes? Ah bah, très, très mal, surtout qu'en plus, moi, les menaces qu'on m'envoyait à travers les réseaux sociaux, que ce soit notamment Twitter, Instagram, en message privé, que je n'ai pas prises au sérieux parce que je me disais: «Ben, quand on me dit: "On va te retrouver", lol, bonne chance» et que, quelques semaines plus tard, l'immeuble, où je vivais avant, est tagué avec, des insultes. L'immeuble où vivait ma tante est tagué aussi avec des insultes et que finalement les menaces, virtuelles deviennent physiques. Tu as porté plainte? Oui, j'ai porté plainte, bien sûr. C'est très inquiétant, en fait et ça fait peur. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'est que ça a bouleversé mon rapport à l'espace public. Ce que je pensais être, que des menaces, sur les réseaux sociaux se sont transformées en menaces, réelles, c'est-à-dire dans la vraie vie, comme on dit, même si j'aime pas trop cette expression et que potentiellement, je pouvais me retrouver avec quelqu'un à côté de moi qui me voulait vraiment du mal et qui pouvait me faire du mal, physiquement et c'est assez perturbant. Ça fait peur, en fait et c'est de l'intimidation, hein, bien évidemment. Ça a changé ton quotidien? Est-ce qu'il y a des choses que tu fais plus ou des choses que tu fais par précaution? Oui, ça a changé, ma façon de communiquer sur les réseaux sociaux. Typiquement, maintenant, il est assez rare que je poste, des stories, sur un événement où je suis. Je poste des stories, par exemple, après. Parce que voilà. Ça m'a fait, douter aussi à un moment donné de mon engagement, de me dire: «Est-ce que ça vaut vraiment la peine de porter tout ça et de mettre sa vie en danger, celle de ses proches potentiellement aussi?» Et puis je me suis dit: «Bah ouais, en fait, je vais pas m'arrêter» parce que c'est ce qu'on cherche à nous faire quand on nous menace comme ça et s'arrêter, ce serait, leur donner raison et baisser les bras et ça, je suis pas prête à le faire. Pour finir, 2 questions. La première, est-ce que tu peux me donner un titre de chanson qui pourrait être la bande originale du livre? Oh waouh! Il y en a une qui revient beaucoup dans le texte, mais Oui, c'est vrai que j'adore, mais et peut-être pas celle-ci. C'est difficile, hein, c'est super dur. J'adore la musique, en fait. Pour le coup, bon, c'est complètement con comme phrase, mais qui n'aime C'est pas la un fait. musique, mais pour le Il y coup, en a. c'est vrai que j'aime beaucoup, 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 beaucoup la musique et il y a plein de je pense que s'il y avait, alors peut-être pas un titre de chanson, une bande originale ou quoi. Déjà, il faudrait faire une playlist complète. Tu mettrais quoi dedans? Je mettrais Nina Simone, Une autre. une autre. Je mettrais Nina Simone parce que, ouais, elle mériterait effectivement, elle mérite d'être écoutée, tout le temps, sans cesse. Mais pas que, hein, je pense que je mettrais, d'autres artistes, peut-être plus, contemporaines aussi. Je pense à Kenny Arcana, qui pour moi est une rappeuse incroyable, dont on parle assez peu et qui a des textes archi engagés et qui résonne beaucoup aussi avec le texte que j'ai écrit. Voilà. Enfin, un titre d'ouvrage qui t'a marqué? C'est pareil, j'aime beaucoup lire. Tu peux nous en donner plusieurs. J'aime beaucoup alors en ce moment, je suis dans ma phase Joan Didion. Mmh. Je l'ai
j'avais déjà débuté cette phase il y a quelque temps, puisque c'est une autrice qui a tellement écrit et qui me marque, moi, dans la façon de raconter les histoires. Donc, pas forcément un ouvrage que j'ai en tête, mais en tout cas, en ce moment, c'est toute l'œuvre de Joan Didion. Merci beaucoup, Léa Chamboncel, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Je rappelle que ton ouvrage « Au revoir Simone » est publié aux éditions Belfond. Et merci à vous tous de nous avoir écoutés. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hey guys, welcome to Giggly Squad. A place where we make fun of everything, but most importantly, ourselves. I'm Paige DeSorbo. I'm Hannah Berner. Welcome to the squad. Giggly Squad started on Summer House when we were giggling during an inappropriate time. But of course, we can't be managed. So we decided to start this podcast to continue giggling. We will make fun of pop culture news, We're watching, fashion trends, pep talks where we give advice, mental health moments, and games and guests. Listen to Giggly Squad on Acast or wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.